Bonsoir, cher maître. Bonsoir, chers collègues. Alors, nous sommes chargés de vous présenter le cours sur la CAT devant une tamponade, euh, préparé par Dr. Kadi Diatoundiaye et moi-même, Dr. Balde Mamadou Sello. Donc, pour une meilleure compréhension, le plan suivant sera adopté. 1. Les généralités. 2. Le diagnostic positif. 3. La CAT d'urgence. 4. Le diagnostic différentiel. 5. Le diagnostic étiologique. 6. Le traitement. Et une conclusion va clore ce travail. Par définition, il faut savoir que la tamponade péricardique est définie par une défaillance circulatoire liée à une compression des cavités cardiaques par un épanchement péricardique. Donc, c'est une des causes d'état de choc obstructif. À savoir, un épanchement péricardique, lui, il s'est défini par une accumulation de liquide dans l'espace péricardique. Cela peut être dû à une production augmentée qu'on peut appeler un épanchement exsudatif ou à une réabsorption diminuée qu'on peut appeler épanchement transsudatif. Dans l'intérêt, il faut savoir que c'est une urgence médico-chirurgicale absolue. Le diagnostic, déjà les signes cliniques ne sont pas spécifiques, donc il faudra faire appel à l'écho-doppler cardiaque pour confirmer le diagnostic. En ce qui concerne la thérapeutique, il faut obligatoirement faire une évacuation de l'épanchement. Donc le pronostic aussi dépend de la rapidité de la prise en charge parce que c'est vraiment une maladie qui peut engager le pronostic vital. Sur le rappel anatomique et anatomophysiologique, il faut savoir le, péri- le péricarde est un sac à double feuillet contenant le cœur et la partie initiale des gros vaisseaux. Donc, il est composé d'un feuillet pariétal fibreux et d'un feuillet viscéral sureux, délimitant entre les deux feuillets l'espace péricardique. En situation physiologique, il contient 10 à 50 millilitres d'un liquide citrin qui est présent dans cet espace. Les deux feuillets associés au liquide péricardique permettent de réduire la friction et d'amortir les forces d'inertie. Donc, le péricarde a également un rôle de barrière à l'infection, à la fois mécanique et immunitaire. Donc, les différents ligaments permettent le rattachement du péricarde au diaphragme, au sternum et à la colonne vertébrale, donc limitant ainsi les déplacements du cœur et neutralisant les effets de la respiration et de la position du corps. Sur le plan physiopathologique, les conséquences hémodynamiques d'un épanchement péricardique sont fonction de plusieurs paramètres qui sont entre autres le volume liquidien, la rapidité de constitution de l'épanchement, la distensibilité du sac péricardique, caractérisée par la relation entre la pression et le volume au sein du sac, et enfin la compliance des deux ventricules, gauche et droit. Toujours dans le cadre physiopathologique, il faut savoir que l'accumulation rapide de liquide dans le péricarde, qui est peu distensible, élève progressivement les pressions d'amont dans le but de contrer l'augmentation de la pression intrapéricardique. Il s'ensuit une adiastolie entraînant une gêne au remplissage ventriculaire droit et aboutissant à l'égalisation des pressions ventriculaires et auriculaires, télédiastolique droite et gauche. Donc, le débit cardiaque est maintenu par une tachycardie compensatrice et la pression artérielle systémique par une intense vasoconstriction périphérique. Lorsque la pression intrapéricardique atteint un seuil critique, ces phénomènes compensatoires sont débordés et du fait de l'interdépendance ventriculaire, on assiste à un effondrement du volume d'éjection du ventricule gauche et donc du débit cardiaque et de la pression artérielle systémique. Les variations tensionnelles physiologiques accompagnant les cycles respiratoires sont donc amplifiées en cas de tamponnade, expliquant le pouls paradoxal. En ce qui concerne le diagnostic positif, nous avons les signes cliniques et les signes paracliniques. Dans les signes cliniques, nous allons commencer par les signes fonctionnels, euh, où nous avons une douleur thoracique avec une dyspnée positionnelle, une polypnée, puis une orthopnée et de la toux. Donc, en fonction du volume de l'épanchement
Et parce que en fonction de ce volume, il peut y avoir une compression des organes de voisinage. Donc la compression au niveau du diaphragme, par exemple, peut expliquer la dysphagie, les nausées, la compression au niveau de l'œsophage. Donc on peut avoir aussi une dysphonie en hoquet. Donc c'est un patient qui va se présenter avec une asthénie et dans ce cadre, la fièvre, elle est inconstante. Sur les signes physiques, nous avons des signes de choc qui vont se traduire par une tachycardie, un pouls filant, des extrémités froides, une baisse de la pression artérielle systolique. Des signes droits qui vont se traduire par une hépatomégalie douloureuse, une turgescence spontanée des veines jugulaires et des œdèmes périphériques. Nous avons également un pouls paradoxal. Donc, l'inspiration entraîne une augmentation du retour veineux qui provoque une dilatation du ventricule droit qui, à son tour, va comprimer le ventricule gauche et aboutit à une baisse de la pression artérielle systolique. Donc, ce qui explique que la pression artérielle systolique d'inspiration est inférieure à la pression artérielle systolique d'expiration de 10 mm de mercure. À l'auscultation, on peut avoir des bruits du cœur qui sont assourdis et dans de rares cas, on peut avoir aussi un frottement péricardique. Il faut savoir que ces signes cliniques dépendent une fois encore de la tolérance parce que dans le cas où, par exemple, il y a une rapidité d'installation, un épanchement abondant, mais de constitution très progressive peut rester asymptomatique. Par contre, les épanchements aigus sont en revanche très mal tolérés et conduisent à la tamponnade pour de faibles quantités de liquide. Donc, à la paraclinique, au niveau de la radiographie du thorax, nous allons trouver une cardiomégalie, un effacement des contours du cœur. Maintenant, si l'épanchement est modéré, euh, l'élargissement de la silhouette cardiaque peut manquer. Au niveau de la radiographie du thorax, on peut avoir, lorsque l'épanchement péricardique est abondant, un aspect en carafe. Au niveau de l'échocardiogramme, on peut avoir une tachycardie sinusale, le bas voltage ou microvoltage diffus, qui va se traduire par, dans les complexes QRS, intéressés surtout les dérivations frontales D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, et parfois les dérivations précordiales V1 et V6. On peut également avoir des troubles de la repolarisation. Donc, à un stade tardif, on peut avoir des variations d'amplitude ou d'axe des QRS. Donc, l'électrocardiographie confirme le diagnostic avec un collapsus diastolique des cavités droites en expiration, une compression du ventricule gauche par le droit en inspiration, un aspect dit de chewing heart ou balancement du cœur dans la cavité péricardique. Donc, le déplacement du septum est paradoxal en inspiration, l'épanchement est souvent abondant. Dans la CAT d'urgence, nous avons en premier lieu les mesures générales qui vont consister à une mise en condition de notre malade, une position demi-assise, respecter l'ordre ABC, une oxygénation, scoper le malade dans la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et également chercher une hypotension. Donc, s'il y a une instabilité hémodynamique, on peut passer au remplissage vasculaire avec les cristalloïdes. Toujours dans les mesures générales, s'il y a une hypotension persistante, on peut aller avec l'adrénaline en perfusion continue. Il faut savoir qu'une échographie cardiaque en urgence pour essayer de voir un épanchement péricardique compressif, l'évacuation de l'épanchement en urgence par péricardiocystèse ou